À l'IME de la Clarté-Redon. Coraline Potero, qui est kinésithérapeute en libéral au Loro Botero. Et puis Marie Bonneau, qui est kinésithérapeute en libéral également sur Saint-Nazaire. Alors, comme vous avez pu entendre, le webinaire est enregistré. Vous pourrez le visionner en replay sur votre espace adhérent sur le site de Coquillage. Si vous avez des questions cliniques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Soit on essaiera d'y répondre au cours de ce webinaire, ou sinon, du coup, elles seront traitées pendant les ateliers pratiques qui auront lieu le samedi 8 février à la suite de ce webinaire. Je passe la main à Marie. Bonjour à tous. Avant même d'entamer le sujet, je voulais juste vous expliquer le contexte où ce webinaire est lié à un groupe de travail qui a regroupé salariés et libéraux sur une recherche de thématiques. Et une des premières qui est apparue, c'est effectivement la recherche bibliographique, pour diverses raisons. Déjà parce que c'est extrêmement chronophage. C'est quelque chose qui peut être compliqué à organiser en tant que process pour être efficace. Et aussi comment alors générer le questionnement, en général, c'est pas le plus dur, mais comment construire ce questionnement à partir des situations cliniques que l'on rencontre dans nos pratiques quotidiennes. Et l'idée aussi était de désacraliser un petit peu la recherche, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est réservé aux universitaires. Tout professionnel peut avoir envie d'aboutir et d'approfondir ses connaissances et ses pratiques et améliorer surtout l'offre de soins à travers un appui scientifique. Comment on fait? Voilà, si c'est bon, passe à la diapo d'après, merci. Donc, on va fonctionner en 3 parties, du questionnement clinique à la question de recherche que je vais vous présenter. Ensuite, Dylan vous présentera de la question de recherche à l'article scientifique et Coraline de l'article scientifique à la pratique clinique. Merci. La problématisation d'une situation clinique. L'idée, c'est déjà d'imaginer que on va partir de notre quotidien, de nos situations de cabinet ou de centre, en prenant en compte à la fois le professionnel, l'enfant que l'on reçoit et la famille évidemment. Est-ce que tu peux avancer d'un cran, Coraline? Merci. Donc évidemment, on va s'appuyer sur le thérapeute, l'expérience clinique du thérapeute. Donc il y a déjà ce que j'appelle le savoir-être, c'est comment on va accueillir la famille, comment on va avoir nos rituels d'accueil, et comment on va adapter notre fonctionnement qui est relativement ritualisé vis-à-vis d'une famille ou d'une autre. On ne va pas forcément se comporter de la même manière. Et on va faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité et parfois dans nos discours de résilience sur quel degré d'information je vais apporter et comment je vais l'apporter pour amener de la compréhension et permettre des choix éclairés des familles et de l'enfant, bien évidemment en fonction de son degré de compréhension. Je vais aussi m'appuyer sur mes expériences qui peuvent être à la fois porteuses parce que je peux avoir autorise à détecter les appareils à proximité, s'y connecter et déterminer leur position relative. J'avais fait quoi tout à l'heure? Tu veux que je le refasse sinon? Madame Alvarez, est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? C'est bien gentil, mais alors rien ne marche, donc Je vais essayer de poursuivre. Donc, ce que je voulais dire, c'est à travers les expériences du professionnel, à la fois elles peuvent être, donc voilà, ce que je disais,
porteuse parce que, on peut déjà avoir rencontré certains syndromes et puis les retrouver à nouveau ou avoir déjà eu des cas similaires. Mais elles peuvent aussi parfois être enfermantes, parce que justement, bah, je crois savoir faire et je manque peut-être d'adaptabilité, vis-à-vis de, cet enfant qui ne réagit pas de la même manière, des parents qui n'ont pas forcément le même vécu. Donc comment, ces expériences vont me servir ou me desservir? Les formations, bien sûr, que j'ai pu faire, plus ou moins poussées, plus ou moins nombreuses, en fonction aussi, depuis combien de temps je travaille et quelles occasions j'ai pu avoir pour me former. Et puis, bah, les opinions parce qu'on a le droit aussi d'en avoir et de pas toujours être, en accord avec les uns et les autres et c'est ce qui fait la richesse des échanges professionnels. Donc tout ça, c'est ce qui va constituer l'expérience clinique du thérapeute. Est-ce qu'on peut passer après? Merci. Heu, Ensuite, on va s'intéresser à l'enfant et sa famille, valeurs et préférences. Donc pour ceux qui ont un petit peu lu, sur ce qu'est le BP, effectivement, c'est un peu l'intitulé de l'EBP parce que c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va faire qu'on va aller sur le terrain de la famille parce que plus on va être à l'écoute et plus on va être en capacité de les soutenir et de les amener à comprendre. Encore une fois, je parlais de choix éclairés. Comment on va pouvoir construire notre rééducation, atteindre nos objectifs à travers la compréhension et la connaissance des parents et de l'enfant. Parce que je ne vais pas tenir le même discours en fonction des parents ou de l'enfant. Donc, c'est ce que j'écris en premier, connaissance et compréhension de la pathologie, heu, de l'enfant déjà et des parents et là-dedans, on va aussi entendre qu'est-ce qu'il y a comme échange entre eux sur ces connaissances et cette compréhension. Le vécu traumatique parce qu'on ne peut pas aborder un sujet, heu pour parler grossièrement, par exemple, d'une opération, importante, sur, un enfant qui en a déjà vécu un certain nombre, sur des parents qui ont un mauvais vécu, de la chirurgie ou du milieu hospitalier et ça, on le sait tous, on ne peut pas aborder un sujet légèrement sans avoir en tête le vécu traumatique de la famille, donc s'y intéresser. À quel degré d'acceptation du handicap ils en sont, que ça soit, les parents ou l'enfant, parce que pareil, on a tous rencontré des familles pour qui c'était relativement fluide et accepté et d'autres où c'est, encore en deuil, encore en déni, enfin on sait bien que tout ça prend du temps et que, bah, c'est pareil, il faut en avoir conscience quand on accueille, les familles et l'enfant, d'où est-ce qu'ils en sont aussi dans ce process-là qui n'est pas simple. Les croyances personnelles, évidemment, parce que, chacun son histoire, chacun ses expériences, chacun ses familles, je pense aux grands-parents, aux oncles et tantes, qui a et puis l'histoire personnelle, qui amène des croyances sur lesquelles des fois on va se cogner un peu et là on va devoir faire preuve de résilience et de flexibilité dans notre discours pour, encore une fois, trouver un terrain commun. Et puis les facteurs psychosociaux qui ont aussi un impact dans, encore une fois, comment trouver ce terrain commun, comment prendre le temps, comment, décortiquer un sujet. Heu, tous ces éléments-là qui sont dans l'encadré bleu, sont essentiels pour trouver un langage commun. Est-ce qu'on peut passer après? Merci. L'émergence du questionnement clinique. Dans mon quotidien, qu'est-ce qui va me poser question? Alors il y a des choses évidentes, je vais devoir, traiter d'un sujet, on va dire, qui me pousse dans mes retranchements parce que je n'en ai pas les connaissances. Là, je vais aller faire une recherche bibliographique sur la pathologie. Mais ça peut aussi être, cette famille-là on n'arrive pas à avoir le même discours, du coup l'enfant est perdu, je manque d'adhésion à la rééducation, l'alliance thérapeutique, elle est un peu bancale. Comment mes connaissances et encore une fois ma flexibilité, mon adaptabilité va me permettre de trouver un langage commun avec les parents et avec l'enfant, encore une fois pour que la rééducation puisse progresser et aboutir. Est-ce que, quelque chose aussi qui pourrait faire émerger un questionnement clinique, c'est pour
j'obtiens pas la progression que j'attends. Du coup, encore une fois, à quel niveau il y a des blocages et comment on va réussir à recréer ce langage commun, cette zone de confort commun. Et encore une fois, ça pourrait être, par exemple, une dissonance entre les objectifs du thérapeute, les objectifs de la famille, de l'enfant, encore une fois, on y revient souvent. Remettre l'enfant au centre, c'est aussi lui redonner la parole et peut-être réussir à recréer cette zone commune qui va nous rassembler. Heu, on peut passer au suivant. Voilà. On avait imaginé une question, qui va nous permettre d'avoir un fil rouge tout au long de ce webinaire, qui nous parle probablement à tous. Quels sont les effets de la chirurgie multisite chez les paralysés cérébraux? On va la détailler au fur et à mesure. Je vais pas aller trop loin. Donc vous m'avez vu arriver avec mes gros sabots, based practice, heu, ce qui part donc, des meilleures données de la recherche scientifique, ce que vous venez chercher avec ce webinaire puisque c'est ça ce qui vous intéresse, c'est comment atteindre, on va dire ce qui est le peut-être le plus récent, ce qui va vous donner le plus de confort dans vos propos pour être à l'aise et bien connaître un sujet. Et c'est donc, du coup, tout l'enjeu de ce soir et de la matinée. Être à l'aise avec son expérience clinique, réussir à se connaître, et du coup pouvoir se poser les bonnes questions. Valeurs et préférences du patient, qui est donc tout ce qu'on a détaillé auparavant et c'est l'association de ces 3 éléments qui va nous permettre de trouver cette fameuse zone d'échange, cette fameuse, juste, réflexion dans la rééducation qu'on va proposer à nos patients. Et donc ce qui va permettre de créer du questionnement. Je vais passer la parole à Dylan qui va être un peu plus, concret sur la recherche bibliographique. Donc bonjour. Du coup, comme l'a dit Marie, l'objectif c'est de trouver les informations qui sont les plus justes et qui sont les plus adaptées à la fois, on va dire, aux valeurs et aux objectifs de l'enfant et de la famille que vous prenez en charge, et aussi à vos valeurs en tant que thérapeute. Donc déjà, l'un des premiers outils qu'on peut utiliser, c'est les recommandations de bonne pratique. Donc, c'est des choses qui sont déjà beaucoup plus accessibles et qui sont souvent très bien sourcées. Et vous avez pour chaque information qui est donnée dans les recommandations, un niveau de preuve. Et ce niveau de preuve, il va permettre de savoir un peu quelle est la solidité de la thérapie que vous allez proposer à votre patient et pour quel objectif surtout. C'est-à-dire qu'une thérapie, elle peut être très bien pour certains objectifs, mais peut-être que pour d'autres, ça peut ne pas rentrer en ligne de compte. Donc toujours ce côté de l'EBP où on trouve la meilleure information, mais pour le bon patient. Donc dans les niveaux de preuve et les grades de recommandation, vous avez les niveaux de preuve qui sont établis, dits A, les présomptions scientifiques, on pense que ça marche, mais on n'est pas sûr. Les faibles niveaux de preuve, il y a des idées comme quoi ça pourrait marcher, et les accords d'experts qui sont beaucoup plus basés sur du coup les accords des cliniciens entre eux selon leur expérience aussi clinique. Donc ça peut être différents cliniciens, ça peut être des médecins, des chirurgiens, etc., ou des kinésithérapeutes. Pour trouver ces différents comment dire, recommandations, vous en avez en français, donc sur le site de la HAS, et vous en avez aussi sur d'autres sites. Donc nous, ce qu'on vous a proposé, c'est, déjà, pour commencer, simplement, vous ne connaissez pas trop, une affection ou un enfant qui a un souci de santé que vous ne maîtrisez pas trop, c'est déjà de commencer par les recommandations de bonne pratique. C'est des choses qui sont plus générales et plus accessibles. Les questions cliniques, si vous avez des questions après plus précises, on établira ces questions-là avec des moteurs de recherche. Donc il y a un site qui existe, qui s'appelle, alors c'est en français, ça s'appelle le Réseau international des guides de recommandation de bonne pratique, donc Guideline International Network. Et en fait, sur ce site-là, vous allez pouvoir, en fonction des mots-clés que vous allez taper, retrouver les recommandations de bonne pratique de différents pays. Donc comme ça, vous pourrez choisir aussi quelles sont celles qui sont plus récentes ou plus anciennes. Et bon, peut-être qu'en français, déjà avec la HS, ce sera peut-être plus accessible. Mais si vous voyez que les recommandations, elles datent de 10 ans et que vous avez des recommandations anglaises, par exemple avec la NIC,
au niveau de l'Angleterre, peut-être que ça peut être intéressant du coup de voir si ces recommandations sont différentes, elles prônent de nouvelles thérapies qui marcheraient mieux. Et après vous pourrez utiliser des outils de traduction, par exemple pour traduire les parties un peu plus compliquées. Donc voilà juste un petit exemple du moteur de recherche de Guideline. Il faut juste taper un mot-clé ou 2 mots-clés, donc en anglais. Donc on regardera un peu après, Coraline, elle nous montrera aussi, comment utiliser les outils de traduction pour, traduire, les mots-clés ou les passages de texte. Et du coup après ça nous affiche les différentes recommandations de bonnes pratiques en français, en anglais et de quel pays elles viennent et leur année de publication. Une fois qu'on sort des guides de recommandation de bonnes pratiques, on a ce qu'on appelle une pyramide d'épreuves. La pyramide d'épreuves, c'est en fonction du type de l'article scientifique, est-ce qu'il va plutôt concerner un haut niveau de preuve ou est-ce que ça va être plutôt un niveau de preuve qui sera plus bas? Donc, pour certaines thématiques, vous n'aurez pas forcément toujours des articles de haut niveau de preuve. Si vous avez une thématique qui est très spécifique, déjà, si vous avez, ne serait-ce que pour une maladie rare, une série de cas ou des rapports d'observation de d'autres cliniciens qui ont fait un écrit et qui l'ont publié, ça peut déjà vous être très utile. Donc, encore une fois, c'est pas, enfin, le but, c'est pas forcément de trouver toujours la meilleure niveau de preuve, c'est trouver le niveau de preuve qui correspond le mieux à votre situation clinique et à votre problématique. Donc en haut de cette pyramide, vous avez ce qu'on appelle les méta-analyses. Les méta-analyses, ce sont une accumulation, enfin c'est un article qui regroupe plusieurs autres articles et où on a aussi utilisé des logiciels mathématiques pour avoir des valeurs plus précises et pour être plus sûr des résultats qu'on obtient, en croisant les résultats des différents articles. En dessous, vous avez les revues systématiques. Donc la revue systématique, c'est la même chose que la méta-analyse, sauf qu'il n'y a pas ce croisement mathématique, on fait juste l'exposition de tous les articles qui ont été trouvés sur cette thématique, de quand à quand et avec quels mots-clés. Et ensuite, on va juste passer sur les 3 premiers niveaux, parce que c'est plutôt les 3 qui vont nous intéresser avec le plus haut niveau de preuve, mais n'hésitez pas après à aller chercher pour les autres. Les essais contrôlés randomisés, donc un essai contrôlé randomisé, c'est quand il y a un groupe comparatif de patients qui permet d'avoir un comparatif soit sur 2 traitements différents, soit sur un traitement et une absence de traitement. Donc où est-ce qu'on peut trouver les articles scientifiques de la pyramide des preuves? Donc il y a des bases de données ou des moteurs de recherche scientifiques qui permettent d'avoir accès à ces articles scientifiques. Donc il y en a plein. En fonction de quel type d'article vous cherchez, vous irez peut-être plutôt sur l'un que sur l'autre. Là, on va vous en présenter rapidement 3 qui nous paraissent assez pertinents pour vos recherches, mais il y en a d'autres aussi qui existent et qui sont très bien. Donc le premier, c'est PEDRO. PEDRO, c'est une base de données qui concerne les articles en physiothérapie ou en kinésithérapie. Donc pour le coup, c'est des articles qui sont très spécifiques à notre pratique. Donc vous allez souvent trouver sur PEDRO des articles qui vous concernent. Le souci de Pedro, c'est que les articles, du coup, ne couvrent pas l'ensemble des domaines qui concernent d'autres thérapies qui seraient proches des nôtres, ou d'autres sciences qui pourraient nous être utiles. Par exemple, si vous avez des articles sur du renforcement musculaire, mais qui n'est pas considéré comme de la kinésithérapie, peut-être qu'il ne se trouvera pas sur Pedro, ou peut-être qu'il s'y trouvera en fait. Mais en tout cas, vous n'avez pas du coup un ensemble plus large comme vous pourrez trouver sur d'autres, comment dire, d'autres moteurs de recherche. L'avantage de Pedro aussi, c'est qu'il souvent il y a des notes qui sont données aux articles en fonction de leur pertinence scientifique. Il y a principalement des essais contrôlés randomisés, des revues systématiques et des recommandations de bonnes pratiques cliniques en physiothérapie. Un autre moteur de recherche, c'est plutôt une plateforme d'ailleurs, ça s'appelle Cairn, et qui est à la base une plateforme plutôt orientée sur les sciences humaines et sociales, qui est en français et du coup qui permet d'avoir un autre regard, pas forcément en kinésithérapie, mais si vous avez des problématiques de l'ordre des domaines plutôt psychosocial par exemple, ça peut être un bon outil sur certaines problématiques cliniques, parce que souvent on sait aussi que les problématiques qu'on rencontre, ce n'est pas toujours des problématiques très techniques ou très kinésithérapiques, mais plutôt des problématiques aussi plus larges liées à la culture ou liées aux représentations qui sont différentes de nos patients et des familles qu'on accompagne.
Et enfin, le dernier moteur de recherche qu'on va vous présenter, c'est celui-ci. On va vous montrer un peu comment il fonctionne, parce que c'est un moteur de recherche qui est plus large, qui couvre l'ensemble des domaines de la biologie et de la médecine. C'est PubMed. Donc l'avantage de PubMed, c'est qu'il y a beaucoup d'articles, donc vous allez trouver plus facilement des choses qui concernent le domaine médical ou paramédical. L'inconvénient, c'est que du coup, vous allez trouver beaucoup d'articles et qu'il va falloir devoir trier. Et pour cela, on apprendra à utiliser des mots-clés qui vont nous permettre de faire ces recherches. Donc, comment est-ce qu'on communique avec PubMed? Donc, pour communiquer avec PubMed, il faut utiliser des mots-clés. Les mots-clés, ce sont des mots qu'on va utiliser, qui vont être compris par PubMed. Donc, la définition d'un mot-clé, c'est un mot qui est associé à un contenu. En gros, le PubMed fait un lien entre le mot et l'article, et les articles, parce que souvent ça concerne plusieurs articles. Et vous allez croiser ces différents mots-clés pour pouvoir trouver l'article ou les articles qui sont pertinents à votre question de recherche. Il y a aussi la notion de mèche-terme qui est utilisée. C'est une liste de termes normalisés qui est liée au langage documentaire. Donc il y a des liens sémantiques entre ces mots-clés, c'est-à-dire que vous allez avoir un principal domaine qui va en relier à plein d'autres, et chaque sous-domaine va faire des liens avec d'autres sous-domaines. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, plus construit et plus lié, et souvent les articles sont indexés avec des mèches-termes, donc c'est plus facile d'utiliser des mèches-termes pour faire des recherches. Mais les mots-clés, ça convient très bien déjà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez, je crois, lever le pouce et poser des questions au fur et à mesure si ce n'est pas très clair, ou si vous voulez des exemples ou quoi que ce soit. Donc, plus vous allez utiliser de mots-clés, synonymes notamment, plus vous allez avoir des résultats qui sont importants. Parce qu'en fait, des fois, vous allez avoir plusieurs mots-clés qui correspondent un peu à un même concept. Et l'avantage du mèche-terme, c'est qu'il va pouvoir recouvrir cet ensemble de mots-clés parce que le moteur de recherche est pensé et les articles sont pensés pour être indexés à ces mèche-termes-là. Donc, soit vous pouvez utiliser un mot-clé et déjà voir comment ça se passe, est-ce que vous avez beaucoup de résultats, pas beaucoup de résultats. Et dans un cas comme dans l'autre, si vous voyez que c'est pas terrible, vous pouvez aller chercher des mots-clés synonymes pour détailler votre recherche, ou alors même des mèches-termes à partir de banques de recherche de mèches-termes. Donc là, si on reprend juste notre fil rouge de la diapositive d'avant, la problématique initiale qu'on s'était posée, juste la diapo d'avant, c'est possible? Voilà. Les mots-clés de la problématique, ce sont la chirurgie multisite, la paralysie cérébrale, et on va dire les opérations multisites qui, on va dire, sont un synonyme de la chirurgie multisite. Donc la question maintenant, c'est de pouvoir le mettre, donc ça c'est les mots-clés dont on a pensé nous, mais c'est de le mettre dans un langage qui est compris par le moteur de recherche. Donc souvent, les moteurs de recherche, ils fonctionnent en anglais. Pas de panique, vous n'êtes pas obligé de connaître tous ces mots-clés par cœur. Vous avez maintenant des outils qui fonctionnent très bien pour faire de la traduction. Donc vous avez Google Traduction, DeepL, Word Référence. Et vous avez aussi d'autres outils qui peuvent trouver directement les mèches-termes. Donc vous avez notamment INSERM qui fait une bibliothèque de mèches-termes. Sur PubMed, il y a aussi un endroit où vous pourrez trouver des mèches-termes. Et vous pouvez aussi reprendre des mots-clés des articles que vous avez déjà lus. Vous voyez en bas à droite sur la diapositive, il y a marqué plusieurs références d'articles. Si on regarde, par exemple, vous pouvez très bien reprendre Cerebral Palsy, qui veut dire paralysie cérébrale, pour retrouver des mots-clés après. Donc là, les mots-clés en anglais, ce sera SEMLS, qui veut dire la même chose que Single Event Multi-Level Surgery, et paralysie cérébrale, Cerebral Palsy en anglais. Pour faire coïncider ces mots ensemble, on va utiliser des opérateurs booléens. Le but des opérateurs booléens, c'est soit on essaye d'associer deux mots et que les deux mots soient liés entre eux, on parle de deux choses mais qui doivent être dans le même article, soit de proposer des synonymes. Donc par exemple, pour l'exemple qu'on a ici, on va utiliser le concept de paralysie cérébrale et le concept de chirurgie multisite. Et on va mettre un AND pour trouver pas des enfants qui ont des traitements autres que la chirurgie multisite et qui ont une paralysie cérébrale, ou pas d'autres enfants qui n'ont pas de paralysie cérébrale mais des chirurgies multisites. Il faut vraiment que les deux coïncident ensemble.
Et après, par exemple, pour le OR, ça va être de trouver les 2 synonymes, donc SEMLS et Single Event Surgery, multisite, je crois que ça se dit comme ça, multisite surgery. Et donc du coup, on va associer les 2 pour créer, heu, notre, faire notre «phrase» entre guillemets qui va être compris par le moteur de recherche. Il y a plusieurs particularités. Pour bien communiquer avec le moteur de recherche et pour qu'il nous comprenne bien, si vous avez plusieurs mots qui correspondent au même concept, donc ça peut être des expressions qui sont exactes, par exemple cerebral palsy. Là, il y a, autism spectrum disorder ou spinal, muscular atrophy, donc qui veulent dire, les spectres du trouble autistique et l'amyotrophie spinale. Et ben, vous devez les mettre entre guillemets. Donc c'est juste pour dire ces mots-là, ils vont dans le même concept, on les regroupe ensemble. Et après, quand vous mettez, des synonymes, donc plusieurs mots, qui correspondent, on va dire, au même concept, mais qui sont des mots différents, qui ne rentrent pas dans le même concept, il faut mettre une parenthèse pour dire: «Tout ça là, ça va ensemble, c'est des variations possibles avec le OR», et donc il faut les mettre entre parenthèses pour dire: «Ça reste dans le même, dans la même idée, dans le même concept». Donc là, pour notre situation, on va mettre cérébral palsy, qui est la traduction de paralysie cérébrale, entre guillemets, parce que les 2 termes de cérébral et de palsy correspondent au même concept. Et on va mettre single event multi-level surgery, pareil, toujours entre guillemets, parce que ça correspond au même concept, avec le OR SEMLS, qui est l'acronyme, et le tout entre parenthèses, parce que les 2 mots correspondent à la même idée. Et ensuite, on va pouvoir transformer cette question de recherche, cette question clinique en question de recherche. Il faut utiliser un modèle qui s'appelle le modèle PICO. Le modèle PICO, c'est très simple, c'est juste pour simplifier, votre question et de vous dire, quel type de patient ça concerne. Donc là, ici, un enfant avec une paralysie cérébrale. On aurait pu mettre, children d'ailleurs en mot-clé supplémentaire. Quelle intervention ça concerne? C'est les opérations multisites. Et après, on peut rajouter, si on le souhaite, un comparateur et une mesure. Si la question elle est vraiment très précise, vous pouvez rajouter, la mesure. Donc par exemple, si dans les mesures de, l'opération multisite, on avait envie d'être plus précis et qu'on regardait l'angle de la cheville ou, par exemple, des paramètres de la marche, on aura marqué, gait par exemple, measure ou quelque chose comme ça. On aurait pu choisir des indices plus précis. Là, on voulait vraiment rester, de façon générale pour avoir un article plus général pour commencer à aborder ce concept. Vous pouvez aussi rajouter, une période de temps, trouver des articles plus récents, par exemple de 2019 à aujourd'hui, des types d'études avec des essais contrôlés randomisés ou des revues systématiques, ou d'autres paramètres comme des auteurs ou des journaux spécifiques. Donc là, on a tapé notre petite phrase dans notre moteur de recherche et on voit qu'il nous indique 153 résultats. Donc 153 résultats, c'est à la fois beaucoup et en même temps, c'est aussi, acceptable, mais ça fait quand même un petit paquet de résultats à rechercher. Donc peut-être que l'une des stratégies, ça va être de spécifier un peu plus cette question. Donc si on a trop de bruit, par exemple, on peut très bien se dire: «Bah, tiens, finalement, ce qui va m'intéresser, c'est puisque j'ai un peu de choix, dans les résultats que je vais mettre, peut-être que je vais mettre, systematic review ou review pour avoir que des articles qui correspondent, à, une revue, systématique ou à une méta-analyse, par exemple». Peut-être que si je mets children, ça va cibler davantage une population qui seront les enfants avec paralysie cérébrale. Ou peut-être que je vais raccourcir ma ligne temporelle en me disant: «Bah, dans ce cas-là, je vais, comment dire? Je vais prendre des articles qui sont plus récents». Donc là, ici, c'est ce qui a été fait. On a décidé de prendre des articles qui sont beaucoup plus récents et de cocher parce on peut soit le mettre en mot-clé, le systematic review, soit le cocher, dans les types d'articles sur PubMed pour avoir des articles qui sont vraiment à la fois plus récents et avec un niveau de preuve plus important. Et là, du coup, on se retrouve avec 2 résultats, donc ça, c'est chouette, hem et 2 résultats, du coup, qui peuvent être intéressants. Si à un moment on a trop de silence
et qu'on voulait avoir plus de possibilités dans ces lectures d'articles. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter des mots-clés qui sont dits alternatifs, on peut aller rechercher des mèches termes, on peut augmenter la période de temps, ou on peut aller vers des articles qui ont soit moins de niveau de preuve, soit qui s'éloignent de la population cible. Le but, c'est de trouver un équilibre entre le nombre de résultats obtenus et le nombre de résultats pertinents qu'ils concernent. Je vais donc laisser la place à Coraline pour la suite, qui va nous parler du coup de comment est-ce qu'on choisit la pertinence de l'article. Juste pour resynthétiser la démarche, là on va le faire dans l'autre sens, plutôt dans la façon que vous pourrez le mettre en place. D'abord, on choisit nos critères PICO, quel patient ça concerne, quel type d'intervention et quels résultats ça nous intéresse, avec quelle comparaison si besoin. On peut traduire ensuite les mots-clés qu'on avait mis dans notre catégorie PICO avec des outils de traduction et on va les articuler ensemble avec des moteurs, des mots-clés, des opérateurs booléens avec le AND pour dire deux concepts qui se réunissent ensemble et on veut vraiment l'intersection entre ces deux concepts-là. On n'oublie pas de mettre des guillemets si jamais il y a des mots qui sont composés. Et ensuite, on régule notre recherche pour avoir ni trop de bruit ni trop de silence. Merci Dylan. Donc moi, je vais prendre la main par rapport. Donc, on va choisir notre article et puis après, on va l'analyser un peu pour voir aussi la pertinence qu'il peut avoir sur notre pratique clinique. Euh, hop. Donc, quand on choisit notre article, on va avoir ce qu'on appelle une lecture critique. Parce qu'on voit plein de choses quand on cherche sur Internet. Voilà, vous l'avez sûrement eu en situation au cabinet aussi, ou en centre, quand on s'adresse à des parents, bah, tout le monde cherche un peu sur Internet, mais c'est difficile de savoir si l'information, elle est pertinente ou pas. Donc, on a déjà sélectionné des types d'études particuliers. On va essayer de prendre le meilleur niveau de preuve qui correspond à ce qu'on cherche. On va pouvoir lire le résumé de l'article pour être sûr qu'il parle de ce qu'on recherche. Parce que des fois, on peut avoir des surprises, on tape des mots-clés, puis finalement, c'est complètement autre chose. En tout cas, la donnée qui est étudiée va pas être pertinente. Et puis, on va être après sur des critères un petit peu plus techniques, mais qu'on développera, ce qu'on appelle l'impact factor de la revue qui publie l'article, quelques critères de validation aussi, pour être sûr que pour les scientifiques ont fait bien leur travail. Et puis, on voit comment on peut enregistrer cet article pour pas avoir à refaire toute la démarche à chaque fois. Et pour tout ça, on va commencer aussi par traduire l'article, parce que souvent il est en anglais. Parce que lire un résumé de 10 lignes en anglais, quand on ne parle pas anglais, c'est pas toujours facile. Donc, en fait, on va voir ça avec l'article qu'on a choisi. Donc, si on reprend le résultat que Dylan avait, on avait nos deux résultats. Et bah, vous avez vu que j'ai cliqué déjà sur un. On va le choisir et puis on va l'étudier. Donc, on commence par traduire. En fait, c'est tout simplement... Alors, je sais pas si... Je pense que vous voyez pas ma souris. Je vais essayer de mettre un petit pointeur, ça sera plus simple pour vous parler. Hop, voilà. Donc, ben, on fait un simple copier-coller. On a notre article qui s'est affiché. On copie-colle dans DeepL. Et puis, on a la traduction qui se fait automatiquement. C'est quand même très pratique. Dedans, on va pouvoir regarder hop, déjà un petit peu. C'est l'introduction. En fait, ça va être un résumé. Après, ils vont parler matériel et méthode, donc comment ils ont choisi de faire leur étude. Et puis, il y aura le résultat. Et en dessous, il y a la conclusion qu'on ne voit pas parce que ça mettait plus de mots en français qu'en anglais. On voit ici donc c'est une revue systématique et que c'est des études prospectives. Si vous vous souvenez de la super pyramide de Dylan, les études prospectives sont plus intéressantes que des études rétrospectives. Donc, c'est une synthèse d'études qui sont déjà plutôt pertinentes. Et voilà, et après, on peut vérifier qu'on parle bien de ce qu'on veut. Nous, ça nous convenait. Ensuite, on va regarder l'impact factor. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'impact factor?
ce gros mot. C'est en fait de savoir est-ce que la revue qui a publié, quand vous avez votre article, vous avez quelle revue a publié. Comme quand vous lisez votre journal, en fait, vous savez que c'est dans ce journal-là, mais comme c'est sur Internet, là, il spécifie qui a publié. Donc là, c'était Disability and Rehabilitation. On va aller sur le site Simago, par exemple. Alors, il en existe d'autres. Et on va pouvoir trouver un peu les données de la revue et à quel point elle est pertinente. Est-ce que c'est le magazine Elle ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt scientifique, quoi. C'est se dire où est-ce qu'on se situe entre les deux. Donc là, on voit que ici on a du vert. C'est plutôt bon signe souvent quand on voit du vert. Et là, c'est le cas. On est dans le premier quartile. Donc, c'est une revue qui publie déjà sur ce sujet et euh, qui est pertinente et qui a déjà pas mal de publications. Et ces publications sont aussi recitées dans d'autres articles. Donc, ça montre aussi le lien entre les différents articles. On voit aussi ici le sujet. Si on cherche un article sur la chirurgie multisite, mais que, je sais pas, c'est une revue qui publie d'habitude sur la déontologie ou la science humaine et sociale, bah, c'est peut-être un peu moins pertinent qu'une revue qui publie d'habitude sur de la réhabilitation et de la médecine. On peut aller aussi sur d'autres sites et on va avoir, donc là, on est sur un impact factor de 2,1. Et sur les 5 ans, on est en moyenne de 2,5. Pour vous donner un ordre d'idée, le Lancet, que vous avez peut-être entendu parler au moment du Covid, qui a publié pas mal d'articles, bah, on est sur un impact factor de 98,4. Donc, voilà, ça permet de jauger, mais en fait, on considère qu'au-dessus de 10, c'est quand même Je crois que accepter qu'il partage avec le truc, mais il le fait pas. De quoi? J'ai entendu. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, donc au-dessus de 10, on considère que c'est vraiment les revues les plus intéressantes. Après, ça veut pas dire qu'on va pas regarder ce qu'ils ont publié. Ça peut être aussi des revues qui sont très récentes où il n'y a pas eu le temps d'avoir des publications. C'est peut-être aussi des revues qui publient que sur certains sujets, donc ne font pas être recitées par d'autres. Voilà, c'est à prendre avec mesure, mais ça nous donne un peu une idée. Ensuite, dans les critères de validation, le pourquoi du comment, on a choisi aussi de réduire à 5 ans dans nos choix d'articles, parce qu'en fait, si on prend un article qui date de 1990, c'est pas tout récent par rapport à toute la recherche scientifique qui est faite depuis, parce qu'en 35 ans, on a eu quand même pas mal d'études et de plus en plus de recherches. Donc, sur nos critères de validation, on va regarder aussi que les références de notre article, elles datent pas d'il y a 15 ans. Par exemple, là, on est sur des données de 2016, 2019, voilà, on est sur moins de 10 ans avant. Donc, c'est plutôt intéressant. Si notre article, il est publié en 2024, mais qui prend que des articles de 2000 à 2010, en fait, il aurait pu être publié en 2011, c'était la même chose. Sauf qu'il, là, il n'aurait pas été dans notre sélection. Si vous voulez, il prend des données qui sont très anciennes, donc ça ne nous met pas à jour finalement sur quelque chose. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc voilà, donc on regarde un peu les références, on peut aussi regarder des auteurs, hein, si on commence à lire un peu de la lecture scientifique comme ça, il y a des auteurs qui vont revenir et on va savoir que ça va être pertinent. Après, il y en a une multitude d'auteurs, donc on ne peut pas tous les connaître. Sur d'autres critères de validation, on peut passer un peu plus rapidement. Dans l'état des lieux, donc dans l'introduction de l'article, on va voir la pertinence du contexte et le fait que ça réponde à des enjeux forts. Ça veut dire que la question qui est posée, elle est pertinente d'un point de vue clinique aussi. C'est que certainement,
nous, on se la pose sûrement parce qu'on est en train de lire cet article, mais qu'il y a d'autres gens qui se la posent et que c'est un enjeu fort quand la HAS, par exemple, va sortir un guide de recommandation, c'est que ça répond à une problématique. Donc on va vérifier si le contexte est si en lien avec ce qu'on cherche. Hop. Au niveau de la méthodologie, donc c'est quelque chose qui est assez objectivable. On va voir le processus de transparence, voir s'il n'y a pas de lien entre, par exemple, entre les auteurs et ce dont on parle. Là, sur la chirurgie multisite, pas forcément, mais si on revient sur le Covid, si on fait des études sur le vaccin du Covid, et qu'en fait, c'est le laboratoire qui finance ce vaccin qui demande de faire l'étude, bah, il y a peut-être un biais dedans. Peut-être pas, mais si les personnes sont payées par quelqu'un pour faire valoir leurs produits, il y a quand même, on peut se poser des questions. On va voir la stratégie de recherche et les critères d'éligibilité, comment ils ont choisi leurs études. On a vu que là, c'était des études prospectives. Donc, ils ont pris que des études prospectives. On aurait pu avoir, par exemple, un peu de dissonance si on avait des études rétrospectives et prospectives. Donc, c'est un peu voir si leur réflexion, elle est logique ou si déjà, c'est un peu bancal dans leur méthodologie. Et donc, bah, voilà, normalement, dans cette étape-là, ils nous décrivent un petit peu le processus et comment ils en sont arrivés là. Et puis, bah, après, il y a l'évaluation du contenu qui est recueilli et le traitement des données. Donc, un peu ça, c'est un peu des formules mathématiques, mais c'est si on pousse un peu plus point de vue technique. Et dans ce qui est important aussi, bah, sont les résultats. Comment ils évaluent leur méthode et puis, est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que en fait, c'est une synthèse, on va dire un peu subjective de, ce qu'ils ont eu? Ou est-ce que c'est quantitatif avec des statistiques, avec, une analyse derrière et quelque chose, plus scientifique? Enfin, science dure en tout cas. Une fois qu'on a lu notre article, était très intéressant, très pertinent, répondait à notre question, sauf qu'en fait, il y a notre patient qui arrive parce qu'on lisait ça pendant notre annulation de 10h30. Mais du coup, on n'a pas forcément le temps de lire en entier l'article et on se dit, bah, c'est ballot, je viens de perdre 30 minutes à faire mon truc, mais je vais perdre tout ce que j'ai fait. Eh ben non, du coup, on peut ne pas perdre tout ce qu'on a fait. On va utiliser un outil qui s'appelle Zotero. Donc, c'est une application qu'on peut télécharger sur tout ordinateur, tablette. Et l'avantage de Zotero, c'est que vous pouvez l'activer depuis votre navigateur. Donc, comme Adblock, que souvent les gens ont, c'est un peu le même principe, c'est une extension. Vous l'activez et l'avantage, c'est que vous cliquez un petit peu sur un petit bouton, on va voir juste après, et ça l'enregistre directement dans votre Zotero, et comme ça, vous pouvez revenir à n'importe quel moment et reprendre l'article où il en est. Deuxième avantage, c'est qu'il peut être relié aussi à Word ou à OpenOffice, un outil de traitement de texte, et ça va vous simplifier la vie parce que vous allez pouvoir faire une petite fiche résumée. Donc, sur votre deuxième annulation de la journée, vous reprenez l'article, vous le lisez et vous vous dites: «Ah bah, j'ai bien lu les 6 pages, mais j'ai pas envie de me le rattraper à chaque fois. Donc ce que je vais faire, je vais me faire une petite fiche de lecture. Je mets de quoi ça parle, on va dire avantages, inconvénients, les petits résultats et là, je peux, indexer avec Zotero. Soit, on va voir juste après, hop, je vais vous le mettre. Hem, Soit on va pouvoir mettre depuis Zotero, soit depuis, la fiche de lecture. Je vous réexplique ça juste après. Là, on va voir depuis le navigateur, on a notre extension, on va cliquer sur le Zotero Connector. Ça va nous afficher une petite fenêtre. On peut choisir la bibliothèque qu'on veut. Donc, par exemple, si on a du sujet plus sur la plagiocéphalie, d'autres sur les paralysies cérébrales, d'autres sur, je sais pas, l'autisme, eh ben, on peut faire des bibliothèques différentes qui permettent de trier un petit peu et si on veut revenir, ben, on perd moins de temps à chercher un article. Et puis ensuite, on va pouvoir aller dans le Zotero. Donc, vous voyez que ça fait pas longtemps que je l'ai remis sur cette tablette-là. J'ai que l'article qu'on vient de prendre, mais ça s'affiche comme ça, en fait. Vous avez votre bibliothèque et puis dedans les articles. Donc, on peut imaginer toute une liste d'articles ici. On peut imaginer plusieurs bibliothèques aussi ici.
Voilà. Et donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez fait votre fiche de lecture ou fiche résumée, vous pouvez mettre en pièce jointe de votre article, vous avez le petit plus là, et vous pouvez ajouter votre fiche résumée. Mais vous pouvez aussi faire depuis Word ou OpenOffice, ajouter la référence. Vous avez des boutons, c'est un peu technique, mais vous cliquez et vous rentrez le nom de l'article et ça vous l'associe dans votre fiche résumée. Ce qui fait aussi un gros travail sur Zotero, c'est par exemple si vous avez besoin de communiquer avec des médecins ou avec des familles, faire des petites fiches et que vous voulez vous appuyer sur des données scientifiques, et ben quand vous faites votre petit texte, vous pouvez faire des petites insertions, les petits 1 qu'on voit dans les livres ou dans les articles, les 1 entre parenthèses, 2 entre parenthèses, qui vont après sortir une grande bibliographie avec toutes les références. Et ben ça, Zotero, il vous le facilite sur votre outil de traitement de texte. À chaque fois que vous avez envie de citer l'article, vous le mettez. Et après, il vous met la bibliographie dans l'ordre tout à la fin. Et vous avez quasiment rien à faire. C'est quand même un peu magique. Donc on a fait tout ça. Et puis on se dit, bah oui, mais bon, dans 2 ans, peut-être que tout ça, ça aura changé. Donc, comment on peut faire pour être tout le temps à jour? Parce qu'on va pas toutes les semaines rechercher sur une thématique en particulier. Donc le premier conseil, c'est de relire, regarder régulièrement sur la HAS, parce que c'est quand même un des plus hauts niveaux de preuve ou tout autre organisme reconnu, qu'on a vu au tout début avec toutes les guidelines. Et avec tout ça, et ben, on peut, en 1 ou 2 mots-clés, voir s'il y a des nouvelles choses, des nouvelles recommandations qui sont sorties. C'est plutôt rapide et c'est assez intuitif. Et puis, bah, sinon, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'essayer de créer un petit pool de professionnels sur des thématiques particulières et que ces professionnels, ils puissent, avec le soutien de Coquillage, et ben, rechercher de temps en temps, s'accorder des temps et faire des résumés pour les autres pour qu'il y ait pas, 40 personnes, parce qu'on sait que tout le monde va s'intéresser à la recherche scientifique maintenant, 40 personnes qui cherchent sur une seule question, mais en fait, peut-être des petits groupes de 4 et du coup, ça nous fait 10 questions au lieu d'une seule et on est tout aussi efficace. Voilà. Pour finir, après cette petite interlude, on va revenir, en fait, on va boucler la boucle et se dire à quel moment, cet article scientifique va me servir. L'applicabilité, en fait, au sein de notre pratique. Et ben, on va revenir, aux bases, au tout début de notre diapo, c'est, le BP. C'est-à-dire qu'on a lu nos articles scientifiques, on a des connaissances en plus par rapport à notre expérience clinique, mais il va falloir quand même les combiner et les pondérer par rapport aux patients. Notre patient, il va arriver avec ses croyances, nous, on a les nôtres et il va falloir combiner ça et les articles scientifiques vont pouvoir être une aide parce que, du coup, on sait que ce qu'on dit, c'est pertinent, mais il va falloir aussi pondérer parce que, vous allez voir que la plupart du temps, dans, les articles scientifiques, la conclusion, c'est: «D'autres études, sont à mener pour confirmer, ce qu'on vient de vous dire». Donc c'est aussi de se dire: «Ben, on prend avec des pincettes. Oui, ça a l'air de montrer ça, mais peut-être qu'en fait, dans 5-10 ans, on va, un peu être mitigé sur ça. Donc il faut pas se dire: «Ah j'ai lu ça, donc c'est vrai et il faut absolument que, je crois tout ce qu'on me dit». C'est le côté aussi lecture critique où on va essayer de croiser les informations et c'est pour ça qu'on cherche toujours le plus haut niveau de preuve pour être sûr que ce qu'on va dire, c'est, le plus pertinent et le plus en adéquation avec, ce qu'on cherche. Voilà. Hop, je crois qu'on a dépassé un peu le temps, mais je pense qu'on a un peu de temps pour des questions-réponses. Tout va bien. Merci à tous les 3. Effectivement, c'est l'heure des questions. Peut-être, on va arrêter le partage d'écran et puis, que tout le monde, rallume, sa caméra et puis, si vous avez des questions, effectivement, levez le pouce. Et n'hésitez pas, du coup, si vous n'avez pas forcément de questions, mais que vous avez des questions cliniques qui sont ressurgies, dans votre esprit pendant qu'on parlait, à les mettre pour que nous, on puisse regarder un petit peu en amont de l'atelier, pratique qui se fera le 8 février. Ça, je boucle vraiment la boucle.
Tout a été trop clair. Ouais, c'était très clair. Merci Coraline. Ouais, moi je vous remercie, c'était hyper clair, mais en fait, je pense que je vais vraiment avoir besoin de pratiquer parce que ça me parle pas tous les trucs là à télécharger. J'ai retenu Zoukero, mais c'est pas ça. Si c'est ça. Je vois pas du tout comment l'utiliser en fait. C'est con, hein, mais C'est assez intuitif, mais c'est vrai que, enfin après, intuitif, ça veut tout et rien dire, c'est vrai. Mais c'est le but un peu de l'atelier pratique, c'est de se dire, on va essayer de partir sur des questions qui vont aussi être plus pertinentes pour vous, sûrement par petit groupe, et de pouvoir chercher et d'aller au maximum du bout de ce que vous pourriez faire si vous êtes tout seul, pour que vous puissiez le refaire après en autonomie. merci. L'idée de ces travaux pratiques, ce sera vraiment que vous veniez avec une question clinique qui vous intéresse et vous aimeriez avoir plus de connaissances pour vraiment implémenter après, comme disait Coraline, cette action-là dans votre pratique professionnelle. Donc voilà. Et le but après, c'est qu'on vous accompagnera sur là où vous avez des difficultés. Ça peut être juste l'utilisation d'un outil de traduction, ou ça peut être des trucs un peu plus techniques avec Zotero. On s'adaptera vraiment en fonction de ce que vous avez besoin et de où vous en êtes sur votre pratique de la recherche et de la lecture critique de ces articles-là. Merci. Est-ce que oui. Est-ce que c'est possible de détailler Pico? Est-ce que c'est possible pour vous, enfin l'un d'entre vous, peut-être Dylan, de détailler un petit peu plus ce que vous entendez par PICO? En fait, Pico, c'est une organisation de mots-clés qui permet de cibler une situation thérapeutique. Donc, c'est un peu le qui, quoi, où, comment, quand qu'on se pose sur une situation. C'est-à-dire qu'on veut savoir quel type de population ça concerne pour être ciblé sur la population. Qu'est-ce qu'on fait comme action? Est-ce que c'est de l'évaluation? Est-ce que c'est de l'intervention? Est-ce que c'est de la prévention? Et donc, du coup, il faut qu'on ait vraiment ce thème-là qui soit précis. Est-ce que c'est un test clinique dont on veut chercher la validité ou pas? Et ensuite, c'est de le comparer ou de ne pas le comparer. On n'est pas obligé de mettre tous les indices dans le PICO. Donc, le P, c'est pour la population. Le I, c'est pour qu'est-ce qu'on cherche dans cette population. Et le C, c'est le comparatif. Si on a envie de comparer, par exemple, le renforcement musculaire et l'entraînement à la marche sur le périmètre de marche, eh ben, on va faire une question de recherche avec un comparatif. Si on veut juste chercher c'est quoi les effets du renforcement musculaire sur le périmètre de marche et qu'on ne veut pas le comparer à autre chose, on peut très bien juste mettre la population, si c'est la paralysie cérébrale. L'intervention, ça va être le renforcement musculaire. Et la mesure, la outcome, ça s'appelle, le O, le PICO, il va juste dire, bah, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le périmètre de marche. Donc, on va regarder sur la population de paralysie cérébrale. Si on fait du renforcement musculaire, est-ce que ça a un impact sur le périmètre de marche? Merci. Et vraiment, c'est une logique de savoir poser une question. Donc, une fois que vous avez mis vos mots-clés, vous avez traduit vos mots-clés dans Pico et que vous avez tous les mots-clés ou une partie des mots-clés qui sont notés, vous la testez sur PubMed et après, vous voyez, bah, est-ce qu'il faut que je sois plus précis ou pas? Est-ce que ma situation clinique, elle est assez vaste, donc du coup, je reste assez évasive et je mets que le P et le I, comme on a mis sur la chirurgie multisite, ou est-ce que je vais un peu plus loin parce que ma question, elle est quand même vachement précise et que je veux comparer ou je veux avoir un outcome, une mesure très précise à la fin. Le gros avantage de Pico, comme dit Dylan, c'est que ça pose la question et c'est vraiment là où on bascule entre la question clinique et la question de recherche. Ça nous permet vraiment de cibler ce qu'on veut savoir. Et avec ça, ben, comme on a quelques mots-clés, on peut aussi chercher tous les synonymes et ça facilite après les and et les or. Parce qu'en fait, dans notre tableau, sur la population, comme ça va être que des or entre parenthèses, et après, on va chercher le and avec le i et on va mettre tout ce qui est i entre parenthèses et ça va être vraiment beaucoup plus fluide quand on part de ça pour arriver ensuite à nos articles.
Moi, j'aurais une question à destination d'un peu tout le monde. Est-ce que vous avez identifié à travers l'heure qui vient de passer les freins que vous auriez déjà pu rencontrer en fait en ayant l'envie de faire de la recherche bibliographique et en voyant le déroulé de ce qu'on vous a proposé, de vous dire ah ouais, mais c'est ça typiquement qui me pose problème. Ou par exemple, Stéphanie, tu as parlé des outils rapidement en disant bah ça, installer Zotero et puis après savoir m'en servir, ça me bloque. Donc ça, c'est typiquement un frein. Est-ce que d'autres ont rencontré, ça a fait écho dans l'heure où vous vous êtes dit ah ouais, ça c'est ma difficulté, c'est ça ce que je maîtrise moins. Moi, j'ai l'anglais aussi qui m'embête beaucoup et les articles payants. Très souvent, je tombe sur des articles payants et merde. Parce qu'il y a des techniques, mais je suis pas sûre qu'on puisse les montrer. Alors, pirater sur un site russe, j'ai pas le niveau. Ah, ouais, bon, bref, c'est un autre sujet. Après, il y a aussi, c'est en effet d'essayer c'est ce qu'on pourra voir aussi, hein, c'est des fois, il y a plusieurs sites et des fois, il suffit juste d'avoir un identifiant et un mot de passe pour pouvoir avoir accès à des choses. Et c'est aussi la limite un peu de la recherche scientifique. Il faut se dire que c'est des chercheurs qui travaillent et du coup, il faut qu'ils soient rémunérés. Donc, forcément, ça passe par des abonnements à des sites et à des revues pour pouvoir les rémunérer. Donc, Tout travail se paye, hein, on est d'accord. voilà. Donc après, faut voir quel prix d'article et l'importance qu'il a. C'est d'où l'importance de choisir l'article et d'être sûr qu'il correspond à ce qu'on va chercher. Parce que c'est sûr que si on paye, je sais pas, 1 euro, 2 euros l'article et qu'en fait on se rend compte qu'il parle pas du tout de ce qu'on veut, ben, on va avoir un petit peu. Vous avez des stagiaires, n'hésitez pas à leur demander à eux, c'est-à-dire ils vont soit eux trouver les astuces et les combines pour vous trouver l'article. Ils peuvent aussi demander aux documentalistes de leur établissement ou alors même s'ils ont des abonnements avec leur établissement de leur école, avoir accès à des articles qui pour nous sont payants. Prenez des stagiaires. Vive la délégation du travail. Et des fois, alors si on prend sur un cas un peu plus particulier, on peut aussi regarder les auteurs. Et s'ils ont des auteurs qui sont toujours en activité, on peut les contacter et leur demander de nous envoyer l'article. Il y en a qui acceptent et il y en a d'autres qui acceptent pas, mais des fois ça vaut le coup si on vraiment pressé et que c'est difficile. On peut passer par ça. Ça demande un peu plus de temps, quoi. Est-ce que vous voyez d'autres limites? Après, je pense que c'est juste une habitude à prendre. Pour l'instant, quand on n'est pas habitué, voilà, ça paraît un peu compliqué, mais il faut s'y coller, quoi, comme pour tout. Et puis il y a aussi la question du temps, parce que plus on va rendre ce process efficace, plus on sera rassuré dans nos compétences, plus on gagnera du temps. Et c'est vrai que on en a beaucoup parlé pendant la construction de ce webinaire. Il y a aussi une histoire de génération, c'est-à-dire qu'il y a les générations qui ont été formées à ça, et puis il y a les générations qui n'ont pas été formées à ça et qui sont un peu en angoisse devant l'écran en se disant bon, faut que je m'y colle, mais je sais pas du tout par où prendre le truc. Et c'est vraiment l'intérêt de la matinée, c'est ce partage de compétences et de vraiment de mise en pratique très concrète pardon, j'ai été perturbée. Avec effectivement l'apport de nos questions de nos situations cliniques et vraiment les mettre en pratique pour, encore une fois, rendre efficace ce process pour que quand on s'y colle, comme tu dis, mais c'est un peu comme a dit Coralie tout à l'heure, j'ai un patient, j'ai une demi-heure devant moi, j'ai un patient absent, pardon, j'ai une demi-heure devant moi, je peux déjà être efficace en une demi-heure et pas me dire non, non, faut que je prenne la matinée parce que là, ça va être costaud, quoi. Et, donc, il y a vraiment cette histoire de rendre efficace. C'était vraiment l'objectif de ce webinaire plus la matinée, quoi. Bah, on a hâte.
Et du coup, je trouve que c'est une bonne conclusion de se dire que bah, maintenant, on a hâte de se voir le 8 février, donc le samedi, pour mettre en pratique tout ça. D'ici là, bah, du coup, je vous invite à aller chercher, vous poser des questions, expérimenter, voir effectivement quels sont les freins que vous rencontrez pour pouvoir poser des questions à nos 3 intervenants de samedi prochain qui étaient là ce soir. Et puis, petit rappel aussi, avant qu'on se quitte, c'est que le prochain webinaire de Coquillage aura lieu le 28 janvier sur la prise en charge respiratoire et les aides aux désencombrements chez les enfants atteints d'une maladie neuromusculaire et ou présentant des faiblesses des muscles respiratoires. C'est un webinaire qui sera présenté par Bénédicte Nalin, qui est kinésithérapeute à l'ESEAN, et puis Emmanuel Florence, qui est pédiatre également à l'ESEAN. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site internet. Et Voilà. petite question, du coup, le PowerPoint de ce soir, il est accessible ou pas sur Coquillage? Alors, on a dit au début du webinaire que le webinaire, Ah oui. il allait être enregistré et Ouais, c'est il ça. va être mis en place probablement d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine dans l'espace adhérent de Avant le 8, du coup. Ouais, Avant ok. le 8, tout à fait. Nickel. Comme ça, vous pourrez le reconsulter. Si jamais le replay ne marche pas bien, on mettra de toute façon le PowerPoint sur le site. Merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, merci dans l'attente de vous voir au prochain webinaire ou À sur une bientôt. matinée.